Mesdames et messieurs, bonjour aussi de ma part, je vous salue pour ma présentation sur le franchissement des Alpes par la géométrie, on pourrait dire dans un titre technique, en coordonnées X, Y et Z. Je me sens flatté d'être invité comme seul Suisse allemand parmi les orateurs de cette matinée, et je compte sur votre compréhension aussi de la compréhension que je ne peux pas entrer dans les détails de tout ce développement. Je vais commencer ma description 300 ans en arrière. Donc je vais décrire la période qui était avant ces 150 ans d'aujourd'hui, une période d'autres 150 ans, qui a commencé par Johann Jakob Scheuchzer, le médecin de la ville de Zurich, qui s'est engagé beaucoup dans des recherches de la nature et surtout aussi dans des mesures de l'altimétrie, notre sujet. Et je le mentionne ici comme auteur de la carte Nova Helvetia Tabula Geographica, parue en 1712 et parue en 4 feuilles dans une échelle à peu près de 1 sur 230 000. Cette carte était la carte la plus importante de tout le XVIIIe siècle. Et sur cette carte, concernant notre sujet, on voit la première cote altimétrique qui est mentionnée, pas dans la carte elle-même, mais sous forme de texte dans une margine. Et si on lit ça, c'est la Stella Mons Retia Representatur Pedes Altus Initio Facto Amari Mediterraneo. Donc, il prétend que cette montagne soit de 12 000 pieds au-dessus du niveau de la Méditerranée. Et si on suppose qu'il prend des pieds de France comme mesure, on obtient une altitude de ce Steilerhorn, ici, c'est au nord de Splügen, et avec une altitude, si on calcule ces 12 000 pieds, c'est 3 900 mètres. Impossible. La carte nationale indique 2880 mètres. Donc, Scheuchzer était 920 mètres trop haut. Un tiers de sa valeur. C'est seulement pour vous mentionner l'ordre de grandeur, comment on connaissait à l'époque cette dimension Z. Si on regarde notre région, Genève pas encore en Suisse, naturellement, mais associée. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, cette zone en est, et vous voyez, les montagnes ne sont indiquées que très grossièrement en profil, pas en vue orthogonale, mais en vue oblique. Mais il faut mentionner, cette carte était toujours la carte cruciale à la date de naissance de Dufour. Et si on recherche la précision planimétrique de cette carte, on obtient cette image. Je ne décris pas comment j'ai fait ça, mais seulement pour vous dire, c'est une image qui n'est pas seulement une image géométrique, c'est aussi une image politique. Cette nation n'est pas cohérente, et la carte le montre aussi. À l'époque, on ne le savait pas, mais aujourd'hui, on peut le décrire. Donc, il y a du travail pour les géographes, pour les topographes et les géodésiens. Je vais mentionner beaucoup de personnes de l'arc lémanique, parce qu'on m'a invité à présenter ce sujet ici. Donc, je fais ça. C'est un Genevois. Le premier Genevois à mettre sur le plan, c'était Jacques Barthélemy Micheli Ducret, du château Cret à Jussy. Lui, il est connu surtout de la fin de sa vie
parce qu'il était le prisonnier d'État le plus long en prison de la Suisse. Il était 16 ans ou même, selon comment on compte, 20 ans dans la prison au château d'Harbourg. Et dans ce château d'Harbourg, en 1754, il a déterminé le prospect géométrique. Le prospect géométrique des montagnes neiges et des Gletscher, tels qu'on les découvre en temps favorable depuis le château d'Harbourg, dans les territoires des Grisons, du canton d'Uri et de l'Oberland du canton Berne. Ça, c'est écrit ici comme titre de cette œuvre. Jusqu'il y a 10 ans à peu près, ça a été considéré parmi les historiens et les historiennes d'art comme la première vue panoramique scientifique sur les Alpes. Mais en réalité, c'est une des premières déterminations de sommet altimétrique des Alpes, parce qu'il contient 40 valeurs géométriques des montagnes qui sont visibles dans ce panorama. Micheli, il a ajouté un mémoire de 4 pages pour décrire en détail ces mesures. Je l'ai recherché il y a 15 ans à peu près. Il a fait fabriquer une longue goutte de 7 mètres qu'il a dirigée vers le sommet à déterminer. Un aide s'est posé de l'autre bout et a mesuré le dénivellement de cette ligne de visée. Donc il a mesuré sur le château ce petit triangle. Il connaissait ces 2 valeurs, longueur et la longueur du bâton de l'aide. Puis, c'était la question, quelle distance à cette montagne? Pour calculer la différence altimétrique par une simple règle à 3. Ça, c'était vraiment le problème. Vu qu'il y avait un éloignement de 80 à 100 km aux montagnes, il a fallu prendre en considération la courbure de la Terre et la réfraction. Micheli a nié la réfraction, il a seulement pris en compte la courbure de la Terre. Mais vous voyez, le problème fondamental de cette action, c'était la distance D. J'ai évalué cette précision. L'altitude du niveau, il a déterminé avec son propre baromètre qu'il a construit lui-même. Il s'est trompé que de 7 mètres et demi. Hein? Pas mal. Puis la différence moyenne des 40 sommets avec la valeur de la carte nationale du 25, c'est, si on calcule avec réfraction, c'est que 18 mètres. Si on néglige la réfraction, c'est 90 mètres. Mais sur une distance de 80 km. Hein. Et les Bernois, les scientifiques bernois, ils ont toujours dit « Oh, c'est rien, c'est trop grossier. Regardez seulement son dessin. » Et si on analyse le dessin, vous voyez, il avait 504 ans à l'époque. Il ne disposait ni de lunettes, ni de théodolite. Moi, je trouve c'est formidable. Voilà, vient le premier Vaudois, à l'époque bernois. C'est l'astronome Jean-Philippe Loïs de Chézeaux, qui était, il n'avait pas une longue vie, mais il était très fameux à l'époque, et il était astronome, il a publié beaucoup de choses, mais dans notre sujet, il a déterminé l'altitude du Mont Blanc à partir de Chézeaux. Et il a fait ça 10 ans avant Micheli. Micheli connaissait la littérature et il a sûrement lu ces passages dans l'œuvre de Loïs de Chézeaux. Et là-dedans, il décrit 2246 toises sur le niveau du lac de Genève. Et si on prend la valeur d'aujourd'hui de
4808 mètres, il s'est trompé de 60 mètres sur cette distance. Il y a une autre source de valeur, c'est dans une lettre de Micheli, un scientiste bâlois, où il décrit qu'il s'agit de 2230 toises de Paris, ça serait une différence de 90 mètres trop bas, mais quand même à une distance aussi assez considérable. Dans ce temps, Micheli était aussi correspondant avec cet homme ici, Franz Ludwig Kiefer von Wier, c'est un Lucernois qui a fait toute sa vie presque en service militaire de France. Il a terminé ça comme lieutenant général et il a fait en 1750 un relief du Pilate et puis 10 ans plus tard il est entré en correspondance avec Micheli Ducret sur le château d'Harbourg. Il y a 10 lettres qui prouvent que le transfert scientifique entre Micheli et Kiefer, comment on détermine les altitudes, c'est nettement dans ces 10 lettres. Et l'œuvre principale, c'est le relief de la Suisse centrale, qu'on voit ici, qui se trouve aujourd'hui au Gletschergarten à Lucerne. C'est un objet de presque 7 mètres sur 4 mètres, dans une échelle de 1 sur 11 500, dans la situation et dans l'altimétrie, dans les deux. Hein? Et ça couvre une surface de 3500 km² environ. Et sur cette surface, il y a 41 côtes altimétriques. Donc vous voyez, ce qui est nouveau maintenant, c'est la détermination altimétrique. C'est la première fois dans les grandes surfaces. Bien, le premier Hambourgeois et le dernier Hambourgeois dans cette présentation, c'est Johann Georg Trallers, qui est devenu à l'âge de 22 ans professeur de physique à Berne et qui a déterminé 3 ans plus tard les altitudes dans l'Oberland bernois. Il a publié Die Bestimmung der Höhen der bekannten Berge des Kantons Bern en 1790. Et là-dedans, il y a une phrase très intéressante, il dit « Les cartes de n'importe quel pays ne sont guère plus mauvaises que celles de la Suisse. » Voilà. Ça, c'était avant Dufour. Mais ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est qu'il y a un tableau de 13 côtes altimétriques qu'il a déterminé et qu'il décrit minutieusement. Et cette œuvre est considérée comme le premier travail géodésique de la Suisse. Moi, je suis d'avis que le prospect géométrique de Micheli Ducret mériterait, mais ça, c'est vraiment la géodésie pure. Il a fait une triangulation. Vous voyez ici le lac de Thun, le lac de Brienz. Ici à Thun, il a mesuré une base, puis il a mesuré ces triangles pour déterminer les distances au sommet. Donc, la triangulation est vraiment très importante pour déterminer ce D, cet éloignement des montagnes. Et puis, il a dessiné un profil où il attribue les altitudes au sommet correspondant. Si on recherche la précision, on voit qu'il s'est trompé à peu près de 20 mètres. Et si on voit ça dans des chiffres, il était trop haute, de 20 mètres, mais si on regarde qu'il avait mis une valeur du lac de Thun qui était elle-même 20 mètres trop haut en relation d'aujourd'hui, on voit que c'est vraiment déjà assez correct qu'il a fait. Et la distance, elle est beaucoup plus courte, c'est déjà 1/3 de la distance de Micheli. Donc les scientifiques commencent à se rapprocher aux montagnes pour les déterminer. Bien, notre héros d'aujourd'hui, notre co-héros d'aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est la tâche de M. Fischer, mais je vais me concerner sur la mesure du Cervin qu'il a publié dans le tome 8 des voyages dans les Alpes.
Dans le chapitre 5, il décrit le 12 août 1792, où il a pris la mesure trigonométrique de l'altitude du Cervin. Comment est-ce qu'il s'est déroulé cette journée? Deux chaussures venaient du côté de Breuil. Il a franchi le col du Saint-Théodule, puis il a déterminé un point, un haut de la base, et un deuxième point, le bas de la base. Puis, à l'aide de son fils et de son servant, il a mesuré avec une chaîne d'arpenteur la distance à peu près de 300 mètres entre ces deux points. Puis, avec son sextant, il a déterminé l'angle de la base et la direction du sommet du Cervin. Et aussi ça, il a fait ça sur le bas. Et puis, il connaissait ce triangle. Il a calculé la distance du sommet, et avec cette distance et avec l'angle du sextant, il a mesuré l'angle d'altitude de 13 degrés à peu près. Il a calculé la différence d'altitude entre le niveau du bas de la base et la cime. Puis, avec ces observations barométriques, en même temps faites à Genève, il a pu calculer sa différence d'altitude de Genève à la base, et puis il a calculé l'altitude totale de la cime. Il s'est trompé à peu près de 24-25 mètres. Mais ce qui est intéressant, il est beaucoup plus proche maintenant. Il est à une distance de 6 km de la montagne. Donc les scientifiques vont beaucoup plus proches toujours. Puis, il y a de nouveau un Genevois, c'est Marc-Auguste Pictet, professeur de philosophie naturelle à l'Académie de Genève. Et dans cette fonction, il a décrit un projet pour la mesure d'un arc de méridien. C'est aussi une chose pour déterminer les dimensions de la Terre, mais aussi en même temps de déterminer des distances entre les montagnes. C'était sa carte, publiée 1791 in Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Lui et aussi Thales se sont basés sur des connaissances des Anglais. Et ils ont publié aussi dans l'espace anglais. Donc vous voyez, la globalisation de la science était déjà à l'époque, elle consistait déjà. Si on regarde, il y a une zone assez respectueuse avec des dimensions de cette œuvre, mais je ne sais pas s'il a vraiment exécuté cette œuvre ou s'il a seulement décrit ce qu'il voulait faire, son intention. Mais cet homme ici, un argolien, lui, il a fait vraiment ce qu'il voulait. Il a réalisé quelque chose parce qu'il savait déjà depuis longtemps qu'en général, on souhaitait une bonne carte de Suisse. Et Meyer, homme très, très, très riche, il a financé, avec ses moyens privés, l'établissement de l'Atlas suisse avec les collaborateurs Jean-Henri Weiss de Strasbourg et avec Joachim Eugen Müngler d'Engelberg. Si on regarde Genève sur cette carte, à peu près, c'est déjà une autre chose qu'à la carte de Scheuchzer, parue ici en 1800. Et si on regarde toute la Suisse, avec toutes les feuilles, on voit, ça commence à rassembler à la Suisse. Mais dans les Alpes, peut-être encore quelques différences, mais plus ou moins, c'est pas mal. Dans ces cartes, il n'y a pas de cote. Mais Meyer a publié un texte à côté avec des tableaux contenant des cotes. Et si on détermine ces cotes et si on évalue la précision, on voit il y a quelques erreurs très grandes, mais l'intérêt, c'est aussi dans cette dimension. Elle commence de plus en plus à intéresser les gens. Voilà. Dans ce contexte, Weiss
a publié la carte hydrographique et routière de la Suisse à Paris. J'ai recherché aux archives du service historique de la défense département de l'armée de terre au château de Vincennes cette carte manuscrite qui contient une triangulation. Et j'ai transformé cette triangulation dans une carte moderne. Et vous voyez, il est entré dans les Alpes. Il y a aussi quelques points au sud et en est des Alpes. Mais on peut bilancier qu'à l'époque-là, les Alpes ne sont pas encore franchies par ces mesures. Viennent les ingénieurs géographes sous l'époque de Napoléon. Napoléon, 1801, il a déclaré qu'on mesure, qu'on topographie toute la Suisse avec les ingénieurs géographes français. C'était le travail du bureau topographique français en Helvétie. Et nous voyons ici Canva Project pour servir de base au réseau trigonométrique qui doit couvrir l'Helvétie avec les liaisons avec les triangles français mesurés déjà en avant. Mais aussi là, vous voyez, il ne traverse pas les Alpes. Mais de l'autre côté, du côté italien, c'est le bureau topographique de l'Italie qui vient de sud vers les Alpes, et au moins les triangles français de l'Italie vont jusqu'à la région du Saint-Gothard. C'est l'œuvre des Suisses à franchir les Alpes suisses. Et la première figure que je mentionne dans ce contexte est Antoine-Joseph Urwalder, qui était visité par les salons du général Dufour quelques mois en avant, n'est-ce pas, à Delémont. Pour notre but, c'est intéressant qu'il a fait une triangulation des Alpes. Il était plus tard aussi le chef du génie sous Dufour, et en Sonderbundskrieg, il était quartier-maître fédéral. Donc il était très proche de Dufour. Dufour lui-même, il a pris toutes les mesures qu'il connaissait déjà, et il a dessiné en 1835 ce canevas trigonométrique avec les triangles des Français et les mesures des Suisses dedans. Vous voyez donc la Suisse intégrée dans les mesures françaises. Pour s'imaginer les conditions de ces ingénieurs, c'est l'image de Raphaël Ritz qui nous montre l'atmosphère de ces pionniers-là qui attendaient des fois des semaines sur un sommet jusqu'à ce qu'ils auraient pu voir l'autre sommet pour mesurer les angles. Donc, vraiment des travaux de pionniers. Le chef des pionniers, ce qui concerne la géodésie, c'était Johannes Eschmann, un astronome zurichois qui a mesuré en 1834 la base au Grand Marais et qui a publié les résultats de toute la triangulation suisse en 1840. Donc, on peut le nommer que lui, il était le géodésien de Dufour. Cette base d'Arberg, c'est la base du Grand Marais entre Walperswil et Sugier. À Walperswil se trouve encore aujourd'hui un monument de la mensuration nationale, ainsi qu'à Sugier. Mais ce qui est important, c'est les résultats, la publication de ces résultats. Il a publié les Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen in der Schweiz. 8 ans avant ça est parue la version française qui était la publication référentielle pour Dufour et ses collaborateurs, la nouvelle description géométrique de la France. L'altitude du Pierre du Niton, ce n'était pas dérivé à l'époque de Dufour par le nivellement de Marseille, mais de la côte du Chasseral, déterminée par les Français. Donc, Dufour a mesuré entre le Chasseral et le Chasseral lui-même, publié par les Français. Donc, la topographie suisse dépendait fondamentalement des valeurs des Français à l'époque. Voilà la triangulation
du four triangulation primordiale avec en rouge la base. Et on peut bilancier, ça c'est la réalisation de ce franchissement géométrique des Alpes. Les régions du nord de la Suisse sont maintenant liées avec les régions au sud des Alpes. Et ils sont liés par des triangles et avec des coordonnées dans un système homogène. Si on regarde la totalité de la carte du four, on voit ici les différences entre les feuilles, mais pas entre les cantons. Ça, c'est une différence très très importante. Et ça fait de cette œuvre une œuvre politique, pas seulement géométrique et topographique, parce que lui, il a fait extraire les différences entre les cantons, de faire une image cartographique uniforme de la Suisse. Il a publié le rapport final dans les fédérales suisses fin décembre 1864. Et si on regarde cette image qu'on a déjà vue ce matin, il y a le petit détail, sa main droite, c'est vraiment l'acte qu'il a fait. Il a mis sa main sur la topographie suisse. C'est la carte qui est en dessous de cette main. Ce n'est que dans l'époque de Dufour que le franchissement géométrique des Alpes est terminé et réalisé par la carte topographique de la Suisse, la carte Dufour. Après un processus qui a commencé dans le siècle des Lumières, donc 150 ans à peu près avant, d'abord par l'altimétrie, avec des distances qui se raccourcissent de l'œuvre jusqu'à une prochaine œuvre, puis succédé par les diverses triangulations, avec une participation importante de personnels genevois. Je vous remercie.